je vais essayer un peu de poser les problèmes qui étaient la conclusion un peu de la conférence. C'était les problèmes de la conscience et de cette révolution dite intellectuelle qui s'impose aujourd'hui dans notre société. Bien sûr, les questions de pensée, c'est un peu compliqué. Hein. C'est pour cela, et à l'occasion du 57e anniversaire de déclenchement de la Révolution, on est au mois de novembre, je vais utiliser la Révolution dite algérienne comme métaphore pour exprimer un peu cette pensée que je vois, il est indispensable aujourd'hui. Bien sûr, vous allez dire, moi je suis architecte, qu'est-ce que je vais faire avec la Révolution? Moi, personnellement, je suis architecte anthropologue, hein, je fais de l'anthropologie. L'anthropologie, un peu, c'est une science qui s'intéresse à l'homme avant tout. Hein. Mais pour moi, c'est plutôt un passe-partout scientifique. Hein. On peut toucher plusieurs disciplines en même temps. Pour commencer maintenant, on va essayer de prendre un peu la Révolution. C'est un projet. Avant tout, c'est un projet. Hein. Je le prends dans ce sens-là. Et vous êtes des architectes, vous savez c'est quoi un projet. Un projet, c'est pas une balade. Il obéit à des règles, il obéit à certaines constantes. Et je vais prendre la Révolution, je ne vais pas vous raconter des batailles où j'ai participé, je ne suis pas un ancien combattant. Ça c'est clair, je suis de la génération de l'indépendance. Mais je vais prendre la Révolution, j'espère, hein, puisque l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire de l'indépendance. Et c'est le moment de faire le bilan. La conférence de la matinée s'intéressait un peu le bilan sur l'évolution de la ville d'Alger. Mais en réalité, un bilan social, il s'impose. Parce qu'à partir de bilan, on peut tracer des perspectives d'avenir. On peut savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Pour tracer une perspective vers le futur. Je commence par ce texte d'un héros de la Révolution, c'est Abban Rabda. Abban Rabda, c'est un mathématicien. Il a eu son bac maths. Hein. Et c'est un héros. Hein. Vous pouvez revenir au livre de Khalfa Ma'amri. Abban Rabda, un héros de la Révolution, ce livre il est disponible. Il a dit que la Révolution algérienne est une révolution morale puis armée. Ce qui a marqué, hein, ça veut dire à l'échelle internationale maintenant, hein, qui dit l'Algérie dit la révolution. Ce n'est pas le baril de pétrole. Hein. L'Algérie sur la scène, il est connu par sa révolution. Hein. Les grands maîtres de la pensée, ils regardaient l'Algérie à partir de cette optique. Mais on va se poser la question, le pourquoi de la chose. Pourquoi cette révolution, elle a marqué la pensée du XXe siècle et c'est un lien, une unification, même aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'on peut toucher beaucoup de choses. On peut critiquer beaucoup de choses. Mais lorsqu'on arrive à la révolution, c'est comme il y a une part du sacré dans cette révolution. Et ça reste pour la société algérienne, ça reste une référence. Maintenant, je vais répartir mon exposé en 3 parties. Hein. Je vais essayer d'élaborer ce qu'on appelle une théorie du fondement philosophique pour l'interprétation. Dans chaque discours, il y a un soubassement théorique. Je vais essayer un peu d'élaborer un peu une pensée qui sera la référence d'interprétation. Deuxième partie, je vais parler de la révolution à sa naissance, parce que pour comprendre les choses correctement, il faut les prendre au commencement, comme disait Aristote. On va essayer un peu d'esquisser les principes de la révolution à la naissance qui vont marquer l'histoire, notre histoire jusqu'aujourd'hui. Troisième partie, je vais parler de notre réalité actuelle, les grands enjeux de l'actualité, pour arriver à la fin, vous proposer un projet. Vous proposez une vision, un projet. Bien sûr, pour interpréter les phénomènes, maintenant, il faut des références. Il faut des théories, des références. Là, je me réfère à un anthropologue américain, c'est Edmond Hall. Hein. Dans son livre La danse de la vie, il vous dit que la
le phénomène de culture, il n'y a pas une culture universelle. Dans toutes les cultures, il y a une culture primaire qui structure la société. Il existe un niveau de culture sous-jacent, caché, très structuré, un ensemble de règles de comportement et de pensées non dites, implicites, qui contrôlent tout ce que nous faisons. Il détermine la manière dont les individus perçoivent leur environnement et définissent leurs valeurs. Chaque interprétation, il doit se faire à l'intérieur de cette culture. Même actuellement, on parle de la mondialisation, on parle de tout ça, mais on interprète les cultures de l'intérieur. Un autre concept aussi important dans la réflexion, dans la pensée, c'est la question du paradigme. On voit le monde, on élabore des théories à partir des paradigmes. Le paradigme, c'est quoi? Ça, c'est un physicien. Thomas Kuhn, c'est un physicien. Un paradigme est un ensemble cohérent regroupant des lois, des théories, des applications et des dispositifs expérimentaux, doit fournir des modèles qui donnent naissance à des traditions particulières de recherche. Toutes les théories scientifiques, elles obéissent à un paradigme de départ. Ce paradigme, en quelque sorte, c'est le soubassement, c'est le réceptacle qui définit la théorie. Pour comprendre les théories, il faut revenir au paradigme. Et ces paradigmes, en réalité, ils ne sont pas fixes, ils évoluent. Pour ce physicien-là, il vous dit que la science, l'évolution de la science de la pensée, n'est pas linéaire. Il est cyclique. Il obéit aussi à un ensemble de constantes. Il vous dit qu'il y a la science normale, la science extraordinaire. Et la naissance des théories scientifiques, ils n'obéissent pas au hasard. La découverte commence avec la conscience d'une anomalie, c'est-à-dire l'impression que la nature, d'une manière ou d'une autre, contredit les résultats attendus dans le cadre du paradigme qui gouverne la science normale. On élabore une théorie, cette théorie elle évolue d'une certaine manière, mais à un certain moment, on constate que la théorie, il ne reflète pas réellement, il n'explique pas réellement les phénomènes de la nature. Là, on rentre dans ce qu'on appelle la crise, et la crise, c'est un point de départ pour la naissance d'une nouvelle théorie. Crise, une nouvelle vision du monde, une théorie puisse prétendre au titre de paradigme et qu'elle soit capable de résoudre l'anomalie à l'origine de la crise. Ces arguments sont souvent d'ordre esthétique ou personnel. La naissance de la théorie, même en sciences expérimentales, il y a toujours ce côté esthétique, ce côté personnel qui est à l'origine de la création des théories. Et la tradition des sciences normales qui se fait jour durant une révolution scientifique, la crise normale, c'est là où il y a la révolution. La révolution, c'est un changement. N'est pas seulement incompatible avec ce qui est précédé, mais souvent incommensurable. Ça veut dire la science, c'est un renouvellement perpétuel. Ça veut dire qui croit que la science, c'est une stagnation, là déjà, il est, en quelque sorte, il est à côté de la plaque. Voilà un peu, je schématise un peu cette évolution de la science. Vous avez toujours une science extraordinaire qui, au moment de la révolution, cette imagination ou cette intuition, c'est un physicien qui parle, il vous dit, il obéit à l'expérience, la conception du monde et la foi du chercheur. Et ça, c'est dans les sciences expérimentales. Ce côté personnel dans la création de la théorie, il est présent. Il y a une phase de la construction de la théorie. Elle arrive à ce qu'on appelle la science normale. Après la théorie, elle revient au point de départ. Et il y a un renouvellement perpétuel de cette théorie. Maintenant, pourquoi je fais référence à ces deux concepts, la culture primitive et le paradigme? À partir de là, on va essayer un peu de les appliquer à l'actualité. Bien sûr, je vais faire référence à un maître que vous connaissez, ça veut dire Ibn Khaldoun. Ce penseur qui était un mathématicien d'origine, ce n'est pas un sociologue, c'était un mathématicien et un philosophe et ainsi de suite. Il a fait il a enseigné plusieurs disciplines. Il a vécu au Maghreb
il est né en 1332, il est mort en 1406. Il a élaboré ce que j'appelle une théorie d'évolution, si je peux utiliser ce mot. Une théorie qui explique les phénomènes de la société et les phénomènes de l'univers dans sa globalité. Et ce qui est intéressant, actuellement, ça veut dire, il est d'actualité, hein, même nous on ne le connaît pas, mais dans les pays où il y a la recherche scientifique, on s'intéresse beaucoup à lui. Parce qu'actuellement, dans toutes les recherches des disciplines, on vit en quelque sorte la fin d'un paradigme scientifique. Dans toutes les disciplines. On vit la fin d'un paradigme, on est à la naissance d'une nouvelle ère, une nouvelle pensée. Et ce qui est intéressant dans la pensée d'Ibn Khaldun, c'est qu'il explique le chaos. Ce passation, c'est le chaos. Hein. C'est le chaos intellectuel, c'est le chaos politique, c'est le chaos social, mais c'est le chaos dans l'ordre. Et ce qui, lui-même, à la fin du Moyen-Âge, c'est le XIVe siècle, il a vécu ce chaos. Il l'a théorisé. Il vous dit textuellement, hein, de nos jours, à la fin du 8e, hein, c'est le XIVe siècle, un bouleversement général a changé l'état du Maghreb, dont nous sommes témoins. Lorsqu'il se produit un bouleversement général, c'est comme si la création entière avait changé. Comme si le monde entier était transformé. On dirait une création nouvelle, un monde nouveau. Comme par hasard, c'est la même expression qu'on a trouvée chez Kuhn, hein, c'est Thomas Kuhn. Ça veut dire qu'il y a un moment de l'histoire, on assiste à un bouleversement. Ce bouleversement, il n'est pas seulement sociologique, il est dans la pensée, il est dans la technique, il est même dans l'état du monde. Ah, ces bouleversements climatiques, comment on les explique? Bien sûr, là je résume sa pensée pour voir un peu le côté pratique. Hein. Il y a dans notre culture ce qu'on appelle le zahir ou le batin, hein. L'apparent et le fond. L'apparence qu'on voit, mais le fond, il faut le chercher. En apparence, ce qu'on appelle le zahir, la science historique n'est qu'un ensemble de récits qui relatent les événements des journées mémorables et des états des siècles passés, mais dans sa vérité profonde. Le batin, il y a un examen, une vérification, une recherche prisée sur les causes, les origines des êtres, une connaissance profonde du comment et du pourquoi des choses. Si on cherche un peu la structure, le soubassement des événements, on comprend pourquoi ils se déroulent d'un certain ordre. Il y a un autre concept aussi, ce qu'on appelle le sura ou le madda, l'image et la matière. Ce qu'on voit, c'est les images. Il utilise ce mot image, il dit que l'État et la souveraineté sont par rapport à l'ombre, ce qui est l'image pour la matière. C'est-à-dire qu'ils sont la figure qui, par sa spécificité, on assure l'existence. Là, un des concepts un peu de la philosophie médiévale, hein, qui actuellement, en tout cas, la majorité des penseurs, ils font référence à cette... On n'est plus dans la matière, on est dans l'image et la matière. Bien sûr, cette philosophie, il découle de message profond de notre religion, ce qui est l'unification. Si vous suivez un peu ce qui se passe dans les matières maintenant, on parle même dans la physique la grande unification. On cherche la grande unification. L'univers avec sa hiérarchie d'éléments simples et complexes suit un ordre naturel d'en en bas, de façon que tout ne fasse qu'un, une union inséparable. Tout ce qui est en dehors de vous, si vous l'observez et vous le méditez, vous voyez entre vous et lui une union à l'origine, ce qui prouve votre union avec l'existence. Ça veut dire l'homme, si j'ai un peu à la pensée soufique, hein, l'homme c'est un petit univers, l'univers c'est un grand homme. Bien sûr ça, c'est pas des mots à dire, hein. C'est une conscience à atteindre. Et la question de conscience, elle est personnelle. Ce n'est pas avec une conférence et un cours qu'on va accéder. Hein, c'est une méditation permanente, c'est une réflexion permanente de soi. Connais-toi toi-même, si je me réfère un peu à l'ancien philosophe, hein, Socrate. Hein. Bien sûr, dans cette pensée, il y a une idée entre le mental, ce qu'on a là, sur la société, et sur le physique, le monde physique.
Là, je ne parle pas de la sociologie. Moi, personnellement, je ne sais pas c'est quoi la sociologie. C'est plutôt la sociologie physique. C'est la sociologie qui découle de l'homme, qui parle de soi et qui est reliée à l'universel. On explique les phénomènes de la société à partir de ce paradigme-là. Bien sûr, Ibn Khaldoun il reste une énigme dans la pensée scientifique, mais à l'échelle universelle. Yves Lacoste, il vous dit que c'est un miracle dans la pensée. C'était un rationaliste, hein, c'était un mathématicien, il raisonnait avec un raisonnement mathématique. Mais en même temps, il était un mystique. Il parlait de ce qu'on appelle l'aql al-ruhani, ça veut dire la pensée, la rationalité mystique. Aujourd'hui, dans la recherche, ou le paradigme dit occidental, il est plutôt parler plutôt dans la rationalité. À partir de Descartes, on est dans la rationalité dite physique. Mais actuellement, on assiste à un basculement de la pensée. Et ce basculement, il n'est pas gratuit. Hein. Ça veut dire qu'on risque de changer tout notre matériel de voir les choses. Et ça va influencer après sur tous les secteurs de la vie. La pensée orientale, celui-là, c'est un philosophe. Hein. Philippe Serre, c'est un philosophe, il enseigne l'histoire de l'art. Il vous dit l'Orient se sert de l'image pour penser, mais cette pensée n'est pas construite sur le modèle discursif. Une pensée où l'image métaphysique est actualisation d'une réalité cachée, constatable dans l'expérience mystique. C'est une invitation à un voyage au-delà de l'apparence, vers la réalité vraie. Ça, c'est un peu un fondement de la pensée dite islamique ou dite du Dar al-Islam, ainsi de suite. Si on n'arrive pas à comprendre ce paradigme, on ne peut pas comprendre ni l'histoire, ni l'architecture, ni la philosophie médiévale. Ça veut dire on doit en quelque sorte plonger dans cette pensée pour comprendre un peu. Et cette pensée, c'est pas du Moyen-Âge, parce que actuellement on dit ça c'est du Moyen-Âge. Hein, ça c'est un préjugé. Par contre, le Moyen-Âge, c'est une référence pour les grands maîtres de pensée. Vous prenez tous les grands maîtres hein, du XXe siècle, ils prenaient le Moyen-Âge sur le plan de l'architecture, sur le plan de la philosophie, sur le plan de la gestion de la ville. Il reste comme référence. Parce qu'ils ont des qualités qu'on n'a pas, nous, aujourd'hui. Et ça c'est un physicien. Ce que j'appelle le retour de la cosmologie cyclique. C'est le passage de la ligne droite au cercle. Si je résume un peu cette pensée. L'histoire n'est pas linéaire, la pensée n'est pas linéaire, il est cyclique. Celui-là, c'est un physicien, hein, il a écrit un livre récemment. Hein, c'est une nouvelle cycle du temps, une extraordinaire, une nouvelle vision de l'univers. Et il dit, lorsqu'il a écrit ce livre-là, ça veut dire il a basculé même la théorie du Big Bang, toutes les théories qu'on a actuellement, on risque de les faire bouger. Et c'est ça un peu la recherche scientifique, c'est pas de faire des photocopies ce que les anciens ont fait, c'est de faire basculer les choses. Bien sûr, cette recherche ne vient pas de rien, hein, il vient de l'expérimentation, il vient de la réflexion, il vient... Il y a une grande question qui se pose dans la cosmologie, c'est un peu ce point. Ça, c'est Edmond Husserl, c'est le père de la phénoménologie. Hein. La phénoménologie, un peu, c'est de prendre les événements comme une manifestation d'image. Hein. C'est un philosophe. Hein. Il vous dit, la Terre sol dans son ensemble ne se meut pas, sous moi, j'ai un sol sans mobilité. Donc, quel sens on va donner à cette phrase? Sens propre ou sens figuré? Je laisse la question posée. Hein. Maintenant, une fois, là je vais vous raconter une histoire. C'était en 91, j'arrive à Paris, j'assiste à une conférence. Le titre de la conférence, c'était l'inconscient optique. Le conférencier, il a survolé un peu toute l'histoire de la pensée, à partir du grec, jusqu'à l'état actuel. Lorsqu'il est arrivé à la période médiévale, il a dit que Ibn al-Haytham, c'est l'équivalent d'Einstein ou plus.
Ibn Haytham, il est connu par ses études sur l'optique. Il a dit, c'est l'équivalent d'Einstein ou plus, mais puisque c'est un arabe, on ne le connaît pas. Et malheureusement, c'est ça le grand problème actuellement. On n'est pas conscient de notre passé. On est coupé un peu de ce qu'on a. Premièrement, on ne le connaît pas, on ne s'intéresse pas. Et si on se plonge un peu de cette pensée, elle est scientifique. Elle est d'actuel. Il peut, ce que je prie là, hein, si on le débat, ça veut dire, il peut créer une révolution dans la pensée. Ce que j'appelle un prix Nobel de physique, c'est pas un prix Nobel de la paix, hein, qu'on peut le donner pour des raisons idéologiques, mais c'est des titres scientifiques de renommée internationale. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est débattu dans les grandes écoles. Maintenant, là, c'est un appel un peu aux chercheurs algériens, ça veut dire qu'on cesse de faire qu'on cesse un peu de faire du folklore, de faire du tourisme scientifique au nom de la recherche scientifique. Qu'on cesse de faire de n'importe quoi, on l'appelle recherche scientifique. Parce que c'est le moment de s'identifier. C'est le moment, ça veut dire de créer son propre paradigme, son propre identité. Hein, dans toutes les nations, ce qu'ils sont en train de faire. Nous, malheureusement, on fait encore du folklore. On est encore du folklore, on n'est pas conscient de ça. Et en particulier pour les chercheurs de la ville de Bijaya, de l'université de Bijaya. L'université de Bijaya, c'est une agence sociale comme les autres universités. Mais ce qui m'intéresse, c'est la ville de Bijaya, ce n'est pas n'importe quelle ville. Sherif Tlemceni, par exemple, c'est un historien, il dit que la science coulait de ces hommes à un certain moment de l'histoire, hein, comme l'eau de source. Et c'est cette image de la ville, de cette ville, qu'on doit recréer, qu'on doit trouver. Elle était une capitale à un certain moment. Et il peut le devenir. Mais ce n'est pas verbalement, hein, ce n'est pas une question de... Maintenant, à partir de là, est-ce que les événements de la société, ils obéissent à des lois aussi? Actuellement, on est... Vous ouvrez les chaînes de télévision, vous avez des images, hein, qui viennent partout. Mais est-ce qu'on a un moyen de mettre ces images-là dans l'ordre, hein, de les mettre un peu dans un schéma, de comprendre les choses, comment ça se passe? Révolution scientifique, c'est une révolution politique. Ils obéissent à la même schéma, même règle. Là, Ibn Khaldoun toujours, il vous dit que ça veut dire la société, là où il y a la société, ils ont besoin d'un maître, d'un chef, hakim. Hein? Ça, c'est l'origine de la nature des choses. Hein? Il ne découle pas de la religion. Hein? Il vous dit, darurat wujud wa tartibihi. Et il y a des gens, l'élite. Dans chaque société, il y a cette élite. Cette élite, en général, elle ne dépasse pas 2% de la société. Hein? Vous allez aux États-Unis actuellement, c'est pas il y a moins de 2% qui gouvernent tout le monde. Cette élite, bien sûr, elle a une prédisposition. Je vous donne la définition de l'Arabi de ce qu'on appelle siyasa. Siyasa, هو شرع ينزل على الأسرار من خلف حجاب العقل ينزل به رسول الفكر عن إرادة المشيئة. Ça veut dire être dans l'élite. Il y a une prédisposition, il y a cet effort pour le mériter, mais il y a une porte aussi qui s'ouvre à eux, qui est au-delà de la rationalité. Et ce que fait cette pensée, c'est Ibn Khaldoun, il donne le mot asabia. Moi, je le définis par une philosophie de libération. Il vous dit, ça veut dire, cette philosophie de libération, elle ne se manifeste pas dans l'histoire au hasard. Il se manifeste dans les moments de mutation, des moments de crise. Il y a toujours cette élite-là qui renouvelle l'histoire, qui renouvelle la société. Bien sûr, il vous dit à l'aide de la puissance divine, parce que les choses,
on est comme emporté dans un déluge. Hein. La Asabia est la force unificatrice du groupe, la conscience qu'il a de sa spécificité et de ses aspirations collectives. Son but ultime en raison de sa dynamique interne qui la transcende et dont le contrôle lui échappe. Et d'accaparer le pouvoir et de s'incarner en État, ça veut dire lorsque c'est comme un fleuve où l'élite il prend le chemin et c'est automatiquement, c'est dans la logique un peu des choses, son but c'est d'incarner le pouvoir. Bien sûr, la jurisme, la naissance toujours, il vient de la Badia, hein, c'est un peu paradoxal. Hein, c'est pas les citadins, c'est les Bédouins qui sont à l'origine. C'est comme espace géographique, comme espace de pensée aussi. La Badia, c'est de la géographie, mais c'est une réflexion, c'est une pensée aussi. Parce que c'est les gens qui sont aptes à s'engager dans le changement. Le but, c'est d'atteindre le hadara, bien sûr. Le hadara, c'est le luxe, c'est le raffinement, c'est le logement, le mobilier, les constructions. Là, le hadara, ça devient un moment de la courbe de l'histoire. Une fois on atteint ce luxe, on commence à revenir au point de départ. Bien sûr, là, on est dans ce qu'on appelle la vision biologique. Hein. Ça veut dire l'État, c'est un corps humain, c'est un corps qu'on doit le comprendre de cette manière-là. Ce que j'appelle les phases dans l'évolution, elle obéissent à une logique. Ça veut dire, c'est pas, on ne prend pas les décisions. Le prince propose, la nature des choses dispose, comme disait Yves Lacoste. Les grandes phases maintenant de l'évolution d'un cycle. Il y a toujours le triomphe, la naissance, l'absolutisme, là on est dans les purges, le loisir, le repli, le gaspillage après la fin. C'est un peu, c'est le cycle un peu de l'évolution même de l'être humain. Hein. Et ces étapes-là, ils sont en quelque sorte inéluctables. On ne peut pas échapper. Le cycle de l'État, là, il y a toujours les deux grandes phases, ce qu'on appelle la construction, la déconstruction. Il y a toujours une phase de l'élan et une phase de repli. Et on revient au point de départ pour recommencer le cycle. Là, je résume un peu ce schéma-là. Vous avez toujours un moment de révolution. Le moment de révolution, là, il a une autre signification. Hein. La révolution, il détruit, mais il construit en même temps. Et vous avez la phase, l'asabia, c'est un peu cet élan de naissance. Une fois on met le train sur les rails, on cesse de s'appuyer sur cet asabia. Hein. Il y a la construction, une fois on atteint un moment de l'histoire, on revient au point de départ. Hein. Ça, c'est un peu un déterminisme historique. La fin, il y a des symptômes. C'est un peu une maladie, des symptômes. Hein. Là, parmi les symptômes de la fin d'un cycle, vous avez le luxe, l'oppression. Vous avez les grandes mortalités et la famine. Ça, c'est les indices, ce qu'on est en train de vivre en quelque sorte aujourd'hui. Hein. On vit la fin d'un cycle et il y a un autre qui s'annonce. Là, on parle des réformes, l'islahat. Et on parle aussi le faste. Hein, on essaie un peu de régler les choses avec le faste. Hein, c'est la période des apparences. Mais le fond, il est en dislocation en quelque sorte. Il n'y a jamais on écrit le mot total. Hein, ça fait partie un peu de la règle de l'histoire. Hein. Après un cycle, il y a toujours un moment de chute, un moment de doute, puis on reprend le flambeau de nouveau, et ainsi de suite. Voilà, maintenant, j'essaie un peu à partir de ces principes, de comprendre un peu le phénomène de la révolution dans ce sens. Hein. C'est pas, je ne vais pas parler des batailles ou quelque chose comme ça. Si on regarde un peu l'histoire, la naissance même de la révolution en 54, c'était un peu après la crise. Il y avait une crise. Dans les années 50, ça c'est la déclaration du 1er novembre, notre mouvement national tracé par des années d'immobilisme
et de routines mal orientées, privées de soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassées par les événements, se désagrègent progressivement. Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes, si je dis de jeunes, c'est des jeunes, hein, ils ne dépassent pas les trentaines, la majorité ne dépasse pas 30 années. Et là, les responsables et militants, ils avaient cette conscience, ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés à juger le moment historique. Venait de sortir le mouvement national de l'impasse où l'on a acculé des luttes de personnes et d'influence pour le lancer dans la véritable lutte révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une crise. Cette crise, elle était politique, elle était idéologique dans la pensée, elle était même économique. Hein. Et ces jeunes-là, ils découlaient de ce mouvement-là. À un certain moment, ils ont pris conscience qu'il faut changer tout. Ils sont arrivés à créer en quelque sorte, il y a deux voies qu'il faut faire. Là, je vous dis, c'est au peuple de se libérer lui-même, nous ne sommes pas leurs libérateurs. Nous ne faisons que l'organiser. La responsabilité lui revient de deux choses l'une, ou il se libère, ou il coule. Il n'y a pas de troisième position. Ça veut dire soit il soit à la hauteur du moment historique, soit il va couler. Bien sûr, là, il y a l'explosion. Cette explosion ordonnée, parce qu'actuellement, on voit un peu la violence partout. On voit les explosions de mots révolution, entre guillemets. Hein. Ça devient un fonds de commerce. Mais il y avait des têtes pensantes qui étaient derrière. Les 2 années de la Révolution, les historiens, ils disaient même que c'est une guerre civile. Hein. Mais il y avait ces jeunes, ils savaient où aller. Ils ont tracé leur voie, et ce qui fait ce changement de la société. Un trait majeur distingue le FLN des mouvements armés qui l'ont précédé son organisation, une dimension nationale. Il comprend 10 groupes de guerrieros dans les campagnes et des réseaux. Ça, c'est en apparence. Il y avait ces actions qu'ils ont menées dans tout le territoire national et ça devient une révolution nationale. C'est ce qui marque un peu. Il y avait le multipartisme à l'époque. Hein. Il y avait les communistes, les centralistes, les Judouat de Farhat Abbas, il y avait les ulémas. Hein. Ces gens-là, ils étaient choqués. On parle même d'un putsch au sein du PPNTLD. Ces gens-là, ça veut dire les gens, ils marchaient dans un sens, eux, ils ont pris un autre sens. Et là, ils ne croyaient pas, ils n'adhéraient pas au départ. Hein. Ils ont dit, ils parlent de provocation, d'aventure, d'opération suicide. Aucun dirigeant de ce mouvement ne croit que l'insurrection pourrait connaître des lendemains. Tous attendent son effondrement qu'ils jugent inévitable. Même Jamaat al-Ulama, hein. La rupture. Ils voulaient mettre un point. Je dis ça, peut-être parce qu'actuellement on est dans l'indépendance. Mais à l'époque, Ben Ramadan, il a dit pour rejoindre la révolution, il faut avoir une grande folie. Parce que le mot indépendance, il n'existe même pas dans les têtes. Ils étaient capables de créer des concepts et de croire à vie, et de croire à fond à ces concepts. Et de donner leur vie pour ces concepts. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Et c'était des jeunes, hein, c'était des jeunes. Le comité d'ici choisit la rupture avec le passé. S'il espère se rallier tous les militants du MTLD, ils vont finir avec le patriotisme de parti. Et s'ouvrir à toutes les forces qui acceptent son but qui est l'indépendance nationale. Et ils avaient la foi, en quelque sorte. La foi dans l'avenir, vous voyez là une phrase en bas de Boudiaf, il disait la révolution se fera même avec les singes de la Chifa. Ça veut dire ils étaient arrivés à un certain moment, ils disaient, ça veut dire c'est une nécessité de l'histoire. Bien sûr, il y avait une conscience. Si je dis une conscience, vous prenez à Ben Ramadan par exemple, il était en prison, on racontait qu'il lisait toute la bibliothèque de la prison, il la lit. Ça veut dire cette conscience, il ne vient pas de rien.
Hein, il ne vient pas de rien. C'est à partir de la recherche, c'est à partir de la méditation, c'est à partir si on s'intéresse à quelque chose. Le phénomène de la conscience, il est compliqué, mais il vient après un effort, une prédisposition. Et ces jeunes-là, ils étaient un peu, ils avaient cette conscience. Elle a provoqué un choc psychologique. Ce qu'ils voulaient, c'est de créer ce choc. Il y a le colonialisme, il était là, tout le monde croyait qu'il reste là éternellement. Mais eux, ils croyaient à autre chose, et ils ont créé ce déclic qui va bouleverser le cours de l'histoire, hein, une nouvelle prise de conscience dans la plateforme du Congrès de la Sommam. Hein. Bien sûr, dans chaque projet, il y a des principes. C'est pour cela, aujourd'hui, si on veut faire un bilan, c'est par rapport à ces principes. C'est pas par rapport à autre chose. Selon les conditions de l'époque, ils étaient un peu dans la logique de monopole du pouvoir, de monopole de la politique à l'époque, parce que c'est des jeunes, ils ont fait la rupture, c'est les circonstances historiques qui les a imposées sur la scène pour qu'ils monopolent le pouvoir politique. Le pluralisme parti, ils croyaient que c'est un obstacle à l'unité nationale. Mais en tout cas, ça, même aujourd'hui. Hein. Ça, il y avait le multipartisme avant la Révolution. Ils disent que le multipartisme, c'est pour diviser la nation, et ça, il est présent jusqu'aujourd'hui. Le FLN, c'est l'expression de l'ALN. Une fois l'ALN, il a cessé, on se demande c'est quoi la FLN. Hein. La direction collégiale, ça aussi, c'était des nécessités de l'époque. Ils arrivaient à s'unifier pour un but, mais de façon collégiale. Ce système-là, d'un côté, il a réglé des problèmes, mais d'un autre côté, il a créé beaucoup de problèmes. Parce que, comme disait Ibn Khaldoun, la révolution algérienne il a produit Asabiyat, mais il n'a pas produit la Asabiyat al-Kubra. Ça veut dire une pensée qui unifie le groupe dans sa globalité. Et c'est une révolution de la paysannerie. Ça aussi, peut-être les intellectuels ne vont pas comprendre ça, c'est un peu difficile. Toutes les révolutions du XXe siècle, ils avaient un cachet. Soit c'est une révolution de palais, soit des révolutions des ouvriers, par exemple, soit des révolutions d'un ensemble d'officiers de l'armée. Mais la révolution, c'est de la paysannerie avec la pensée du paysannerie. C'est pour ça que Ibn Nabil vous dit que l'appel de la révolution, il va l'entendre des générations et des générations, ce que j'appelle la révolution de l'état de nature, de la fitra. Une idée, une philosophie, il peut disparaître. Mais ce qui est inné dans l'homme, il dure dans l'histoire. Et c'est ça un peu ce qui fait la force un peu de... Et là, hein, cette révolution, il a créé un peu ce sentiment de la maîtrise du destin. Bien sûr, cette révolution, il a complètement contrarié ce qu'on appelle le réformisme de l'époque. Il y avait un mouvement islah, il y avait tout ça. Mais ils ont balayé tout ça, ils ont balayé le charlatanisme contre-révolutionnaire pour imposer une nouvelle pensée sur la société. La révolution, elle est organisée et non une révolte anarchique. C'est une lutte nationale pour détruire le régime anarchique de la colonisation et non une guerre religieuse. Et une marche en avant dans le sens historique de l'humanité. Et ça aussi, même les combattants de la révolution, on les appelle moudjahid. Le mot moudjahid, il est religieux. Mais si vous lisez le texte, le journal Moudjahid, le premier numéro, il précise bien que ce n'est pas au sens religieux. Au sens que le donne aujourd'hui. Hein. C'est une révolution de libération, ce n'est pas une guerre religieuse. Bien sûr, le but, c'est d'établir un État algérien, république démocratique et sociale, qui n'est pas monarchie, qui n'est pas une théocratie. Ça, c'est les principes un peu de l'époque. Hein. Actuellement, ces principes ils sont toujours posés, hein, qu'on doit repenser. Bien sûr, ils croyaient que c'était une révolution indépendante, qu'ils n'ont pas fait des photocopies de gauche-droite. C'est une création interne.
Il n'est inféodé ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Et il vous dit, nous devons veiller de façon systématique à conserver intacte l'indépendance de la révolution algérienne. Ça apparaît dans les textes du congrès de la Sommam. Hein. Mais ils étaient honnêtes aussi. Ils étaient honnêtes. Autrement dit, ils savaient leurs limites. Là, il vous dit, les Chinois menaient à la fois une résistance nationale et une révolution sociale. Nous nous arrêtons à mi-chemin par rapport à eux. Pour nous, le deuxième problème ne se pose pas. C'est-à-dire que la révolution sociale n'était pas dans le programme. Ils avaient un but bien précis, c'est la libération nationale. Le dernier texte du congrès de la Sommam, c'est cette phrase-là. L'indépendance de la patrie sur laquelle flottera souverainement le drapeau national algérien. Donc, bien sûr, on veut faire un bilan de cette partie de l'histoire, le but, il est atteint. La révolution sociale, il faut une autre élite. Il faut revoir tout l'édifice à zéro. Là, c'est un peu les étapes qu'on a passées à partir de là. Hein. Si je prends un peu la pensée d'Ibn Khaldoun. Il y a le triomphe, là, c'est la phase de l'élan à partir de la guerre, hein, 54-62. Vous avez l'absolutisme hein, des années 70 et la construction de l'État. Après le loisir, hein, c'était 80, ça c'est des titres indicatifs, hein, 78-98. C'était la belle vie. Hein. Un kilo de banane, il faisait 2 dinars à l'époque. Hein. Mais en réalité, il a annoncé la tempête. Après, vous avez le repli. Depuis les années 98, on est dans le retour de la conscience. Je ne parle pas du baril de pétrole. Hein. Ce n'est pas le baril de pétrole qui fait l'histoire. C'est la conscience qui fait l'histoire. Après, vous avez ce qu'on appelle les réformes, les islahat. Hein. On entend beaucoup. Bien sûr, dans les années 99, on a introduit le multipartisme. Mais c'est en apparence. Mais l'État, il n'a pas bougé d'un centimètre. On a créé ce multipartisme. Pour le système, on fait semblant de créer une démocratie de façade. Pour les partis politiques, ils ont leur compte parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont rien à proposer. Et ils profitent du système de la rente en quelque sorte. Ça veut dire que tout le monde est gagnant. Hein. La réalité actuelle. On est où actuellement? On est où actuellement parce que on vit un moment, il suffit d'ouvrir les chaînes, vous voyez tout. On est à l'abri. Hein. Le monde, il est en train de changer d'une façon accélérée en plus. Et notre réalité, elle est où? Là, je vais faire appel à un texte. Mark Ibn Nabi, si vous le connaissez, je crois que vous le connaissez. C'est un ingénieur. Hein. Il a posé les problèmes de la société algérienne ou la société dite musulmane, sur une optique de civilisation. Il est au-delà de la politique. C'est un problème des idées, de réflexion. Et il est mort en 73. Il a une vingtaine de livres. Ce qui est intéressant, avant sa mort, quelques mois avant sa mort, il a rédigé un texte de 4 pages. Il l'a intitulé « Changer ou disparaître ». Là, il s'adresse à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est en 73. Hein, lorsque je vais vous faire des extraits de ce texte, on dirait qu'il est en train de vivre avec nous aujourd'hui. Il ressort de ma dernière intervention que nous traversons actuellement une étape cruciale, un tournant décisif, ce qui nous impose d'entreprendre des changements révolutionnaires. Nous devons, nous autres musulmans, introduire des changements au sein de nos sociétés, sous peine de subir d'autres changements que l'époque nous imposera de l'extérieur. C'est l'esprit du temps. Ça, ce changement-là, il est universel. Hein, il est universel. Même, vous voyez un peu ce qui se passe en Europe. Hein. Soit vous changez, soit on vous impose un changement. Et c'est quoi ce changement-là? C'est quoi le mot révolution? Dire que la révolution signifie changement et qu'elle est urgente demeure une définition insuffisante.
Il faut ajouter que c'est une opération qui vise une finalité. Il doit définir dans ce cadre l'objet du changement, déterminer ses moyens et annoncer ses buts. C'est une programmation. Ce n'est pas quelque chose d'une anarchie. La révolution, c'est une programmation. Il faut savoir où aller, quels sont les moyens qu'il faut prendre. En ce dernier tiers du XXe siècle, nous sommes aux prises avec une situation mondiale donnée à laquelle nous opposerons notre situation sociale, désignée sur le terme générique de sous-développement, avec toutes ses implications culturelles, sociales et politiques. La situation mondiale, ça, dans les années 70, c'était un peu calme, mais il voyait autre chose. Il dit qu'il est explosif. C'est une situation intrinsèquement dangereuse. Il comporte en soi des soubresauts engendrant des changements radicaux à l'échelle planétaire et des évolutions dramatiques telles que l'humanité n'aurait jamais vécues. C'est une situation dangereuse qui nous menace directement, car nous ne sommes même pas en mesure de savoir si nous sommes prêts à affronter les changements que la situation mondiale va nous imposer. Je ne parle pas du baril de pétrole, comment il est coté à Londres. Ça, c'est des apparences. Mais le danger, il est plus grave que ça. C'est la faillite. À un certain moment, il faut appeler un chat par son nom. Au moins, en quelque sorte. Il est de notre devoir de dire que les courants de pensée dans le monde musulman n'y sont guère prêts. Les leaders politiques, de leur côté, sont loin d'être préparés. Nos politiciens sont occupés par d'autres questions qu'ils estiment plus décisives. Nous ne sommes en mesure de répondre ni politiquement, ni intellectuellement aux problèmes propres à cette étape de fin de siècle. La politique de l'autruche, les échos des événements mondiaux nous concernent, se répercutent sur nous et influent même sur notre niveau de vie. Le recours à cet égard à la pratique de la politique de l'autruche est à éviter. Celui qui feint l'ignorer des dangers qui le guettent n'est qu'un être frivole ou atteint de folie. Tout ça, il a écrit ce texte dans les années 70. On dirait qu'il est avec nous aujourd'hui. La grande bataille. La grande bataille qui s'impose aujourd'hui. Dans la grande bataille qui aboutira sur une victoire soit de l'islam, soit de ses ennemis, l'évaluation de nos chances de l'emporter doit être subordonnée à la bataille que nous devrons livrer contre le sous-développement sur le front interne et en relation avec cette entreprise. C'est la seule condition à même de permettre au monde musulman de s'enrôler dans la scène mondiale, débarrassé de tout complexe psychologique. Et le grand problème, notre problème, c'est cette complexe d'infériorité qu'on a. Bien sûr, il vient de l'ignorance, au fond. Bien sûr, dans les années 70, il voyait un peu la domination du monde. Il prévoyait la chute même de l'URSS à l'époque. Le communisme, il a dit qu'il va chuter. Mais et là, la domination, ce qu'il appelait le sionisme. Mais ça, la domination, c'est à partir de quelques principes. C'est pas de grands jours. Ils vous disent, sur toute l'étendue où la stabilité psychologique fait défaut, la domination directe du sionisme s'impose, comme dans ses habitudes depuis 2 millénaires. Le sionisme n'intervient jamais directement, il ne se dévoile pas au grand jour, mais par des masques et subterfuges comme la démocratie, l'humanité, la justice, ainsi de suite. Ce que vous voyez maintenant dans les chaînes, il faut se poser la question qui est derrière. Dernièrement, notre ministre de l'Intérieur a dit qu'il y a un complot contre l'Algérie. Ce complot existe, il va prendre l'ampleur, malheureusement. Dans les mois, dans les années qui viennent, il va être visé. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Mais malheureusement, on ne peut pas faire face. Ni idéologiquement, ni politiquement, ni scientifiquement, ni médiatiquement. Ça, c'est notre réalité. Parce qu'actuellement, chacun dans son coin, mais on assiste à la destruction un par un. Il ne faut pas se croire que l'Algérie est à l'abri. La solution,
L'homme se sent assailli d'un sentiment de vide cosmique. C'est sa façon de remplir ce vide qui déterminera le type de sa culture et de sa civilisation. C'est-à-dire tous les caractères internes et externes de sa vocation historique. Le mot culture, c'est pas شتيح ورديح تاع وزارة الثقافة. C'est pas Azul, la Missent Mourth. C'est pas la barbe et la gandora. C'est une éthique, une esthétique, une logique et une technique. La civilisation, c'est une synthèse de l'homme et de l'époque et du temps. Et ces concepts-là, ils viennent en rapport à cette transcendance. Le devenir. J'arrive, si je peux vous dire ça, à vous proposer en quelque sorte une perspective. C'est quoi un projet avant tout? Nos étudiants du master, normalement, ils savent maintenant c'est quoi un projet. Un projet, c'est une histoire d'amour avant tout. C'est une vision qu'on met en œuvre selon les règles de l'art et de l'histoire. C'est une pensée, c'est un but et c'est un environnement qu'on met en synthèse. Et aujourd'hui, on a besoin de ce projet. Je reprends un peu la bougie de mon collègue le matin. La question qui se pose à nous aujourd'hui, que tout le monde doit poser, c'est comment créer une nouvelle équipe nationale qui est marquée, qui gagne. C'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'est comment exploiter notre génie individuel et collectif pour un objectif commun dans le cadre d'une nouvelle mission historique. C'est cette synthèse qu'on doit réfléchir, individuellement et collectivement. Parce que on est dans la faillite, on est dans la crise. Vous avez une Mercedes. Ce qu'on appelle les réformes aujourd'hui, c'est des réformes. Il suffit d'ouvrir les médias, vous avez les réformes. Moi, personnellement, j'ai entendu ce mot depuis que j'étais au lycée. Les réformes, islahat. Ça, j'ai donné un peu cette image. Les réformes qui sont en train de se pratiquer, en réalité, c'est des réformes d'une voiture qui a fonctionné depuis les années 70. C'est des réformes administratives. C'est des réformes qui ne touchent pas à la conscience. Par contre, notre problème, il est dans la conscience. Le moral, mazal habit. On déplace les problèmes. On l'appelle réforme. C'est un peu ce jeu. Et notre système actuel, je vais le dire sans... c'est un système qui tire vers le bas. Ça, c'est notre lecteur. Cette phrase, ce n'est pas de moi. Moi, je veux dire que notre système actuel, c'est une menace même à notre existence comme nation. Et je pèse mes mots. Parce que si on n'est pas conscient de ces enjeux, si on croit que le baril de pétrole, il va faire l'affaire, là on se trompe. Le paradigme actuel qu'on est en train de vivre, c'est ça. Si je suis debout devant vous actuellement, parce que la pompe de Sonatrach fonctionne. Le reste, c'est pas stratégique. Même l'université, il n'est rien. C'est malheureux de le dire, mais c'est ainsi. Cette année, on a inscrit plus de 400 étudiants en première année, sans aucune programmation. C'est la crèche. Malheureusement, ça ne s'est pas arrivé. Actuellement, il y a deux scénarios qui se présentent à nous. Soit on coule, au sens propre du terme,
il faut pas prendre les choses à la légère. Parce que le danger, il est là. Soit c'est l'éveil. Moi, je crois à cette image. Et vous? Il n'y a jamais un écroulement total. Et c'est le moment de créer cet élan. Maintenant, même le mot thawra en lisan l'arabe, si vous revenez à l'étymologie, qu'est-ce qu'il signifie? Intashara fil ufuqi wartafa. Ça veut dire, si on revient même aux langues arabes, la révolution, ce n'est pas la destruction. C'est une libération de soi avant tout. C'est un élan. C'est une conscience. C'est un but. C'est une perspective. C'est un programme aussi qu'on met à l'œuvre. Là, vous allez me dire où est l'architecture. L'architecture, elle est là, l'architecture. Il y a l'architecture, ça c'est l'histoire de l'architecture qui le dit. Il y a l'architecture s'il y a une conscience collective, s'il y a un projet de société. S'il n'y a pas un projet de société, s'il n'y a pas cette conscience, on ne peut pas dire qu'il y a de l'architecture. À l'époque, il y avait cette architecture qui a dominé le monde, parce ils avaient cette conscience. Ils n'ont pas construit leur monde avec le bricolage ou la démagogie, ce qu'on est en train de dominer actuellement. C'était avec la science et la connaissance qu'ils ont construit ça. Et à mon avis, actuellement, ce qui s'impose pour les architectes, si vous voulez être dans le métier, les architectes, c'est l'avant-garde. C'est d'assumer ce projet. Parce que si on ne l'assume pas, à mon avis, c'est mieux de fermer les écoles d'architecture. Comme ça, ils ne vont pas les transformer en crèches. Et je vous remercie.